Bonjour tout le monde, merci d'être venu surtout. On va parler un petit peu moteur, parce que c'est rigolo. C'est toujours une mauvaise idée, et donc c'est rigolo d'en parler. Alors mon scope, ça va être plutôt d'être parler de moteur pour les indés, parce que pour le AA+, on va dire, AA, AAA, les problèmes se posent pas du tout pareil, et ils sont beaucoup plus délicats, et demandent beaucoup plus de moyens. Donc je vais rester un peu plus indé, comme ce qu'on aime bien faire, quoi, en général, ici. Ouais, donc moi c'est David, coucou. Je fais du dev, du design, de la production, du publishing. Pas toujours par envie folle de devenir publisher, mais plus par... On est indé, donc on publie ses jeux. J'ai fait 2-3 trucs, mais voilà. En vrai, pourquoi je suis là pour parler des moteurs, accessoirement en fait, dans ma carrière, j'ai eu beaucoup de moteurs à écrire, souvent pour des raisons professionnelles. Il y avait des raisons économiques. On n'a pas de blé pour acheter Renderware, donc on a créé un moteur. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Renderware, c'est le HAL moteur cross-platform de l'époque de la PS2. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'OpenGL sur toutes les consoles. Il n'y en a toujours pas, de toute façon, ou presque. Mais on était un peu obligé d'écrire son moteur, ou alors d'acheter un moteur très cher. Donc la licence de Renderware, c'était 35 000 € de l'époque. Autant vous dire que c'était cher. Donc une de mes premières collabs de moteur, hein, c'était quand j'étais en stage, on a fait un moteur PC qui existait déjà, que j'ai juste fait évoluer, avec mon maître de stage, Gaël Lequeux, qui est un des très grands ingénieurs réseau de Calypso. Il faisait des VFX sur PS2 au frame buffer, tout ça, quoi. Après, on a fait un moteur DS. Celui-là, il était en double rendu 3D, c'est-à-dire qu'on utilisait seulement la puce 3D de la DS une frame sur deux. Et celui-là, on utilisait toute la DS. Alors moi, je n'avais pas la culture des moteurs 2D. Parce qu'en fait, un GPU 2D, ça ne se programme pas du tout pareil qu'un GPU 3D. Et donc, on était un peu livrés à nous-mêmes sur ces productions. Et donc, on a appris à se servir de certains outils. Et on a dû écrire des moteurs parce qu'encore une fois, on ne pouvait pas acheter des solutions toutes faites. C'était pas des studios indé comme on dirait aujourd'hui, c'était plutôt des studios, on était 10, 12, 20. Donc on avait aussi les moyens d'écrire des moteurs sans forcément avoir les moyens d'acheter un support de qualité d'un moteur très cher. Et puis après, à Motion Twin, on a travaillé sur des moteurs maison, puisqu'il y avait la culture du moteur maison à l'intérieur et de la débrouillardise. Donc Motion Twin avait écrit son moteur maison à la base parce que AS2, c'était trop lent à compiler. Donc ça mettait 20 minutes pour compiler 20-30 000 lignes, ce qui était inacceptable en termes de productivité pour des gens qui font du flash. Quand même compliqué. Et donc à un moment, Nicolas Canas a dit je vais écrire un compilateur flash, est-ce que vous me donnez l'autorisation? Il l'a écrit le week-end et puis il est arrivé avec et ça marchait déjà plutôt bien. Et donc ils se sont mis à utiliser ça. Il a écrit le compilateur en OCaml, là où le compilateur de flash était en Java. Et donc effectivement, le compilateur allait un petit millier de fois plus vite. Voilà. Puis bon, Nicolas Canas, c'est vraiment quelqu'un d'assez brillant. Qu'est-ce qu'on appelle un moteur? J'ai un peu expliqué 2-3 usages, mais en fait, c'est la brique technologique qui va vous permettre de créer votre jeu et qui va s'interférer avec autre chose pour le faire tourner, de préférence une console, un GPU, une application hardware. Bon, ça, c'est la définition de générique. Mais si on rentre un petit peu dans le détail, en fait, il y a plein de formes de moteurs. On peut se dire qu'un émulateur, c'est un moteur. Si on va un peu plus loin, Pico 8, est-ce que c'est un moteur, une console virtuelle, un truc entre les deux? Là, je vous ai mis une formidable image de Renderware, ce truc infâme qui servait à faire des jeux sur PS2. Je vous ai montré un autre exemple de moteur qui, là, vient d'Alchemy, où eux, ils utilisaient Unity comme ce qu'on appelle un HAL, un layer d'abstraction matérielle, et ils ont fait un peu leur moteur qui est entre Unity et un système de rendu, mais ils ne servaient pas forcément de toutes les features d'Unity, ils servaient de ce qu'eux, ils avaient besoin. Donc c'est pour vous dire qu'on peut mettre des moteurs dans le moteur et des moteurs à côté des moteurs. Ça, c'est Virtools. Alors il y a des gens qui argumenteront que Virtools n'était pas un moteur. Bon, c'est un peu sectaire, mais l'idée, c'était de vous montrer qu'on pourrait faire Virtools over Unity, over l'émulateur DS. Qu'est-ce qu'un moteur? C'est une définition qui est un peu large. Je dis, c'est une brique. Pourquoi vouloir faire son moteur? Quand on est indé, on cherche les itérations rapides, l'expressivité, la simplicité, et un peu du sur-mesure. On n'a pas besoin d'un million de lignes de code. Donc, en fait, des fois, ça va aussi vite de faire un moteur. Pour ceux qui seront là tout à l'heure, on fera une masterclass où on fera
quelque chose de très très minimaliste, en très peu de lignes, et ça peut faire du sens de juste avoir envie de faire ça simplement. Les gens qui ont fait Vampire Survivor, le jeu il tourne sur Phaser à la base, il était recodé en C++ pour aller sur des choses plus performantes, mais à la base, pour juste faire un jeu, et c'est ça qui nous anime, bah, des fois ça va plus vite d'utiliser le bon outil qui permet d'itérer rapidement. Pourquoi je vous ai dit que je ne parle pas de AA et AAA? Parce que l'expressivité, c'est quand même pas forcément une priorité technique, c'est une priorité de design, mais c'est parce que nous, dev, va nous driver en tant qu'ingénieur. On est moins créateur sur ces choses-là qu'ingénieur. Et donc, eux, ils vont avoir besoin que le jeu il soit safe, qu'il y ait des performances à très haut volume de données, de la fidélité audiovisuelle avec des shaders de ouf, etc. Des imbrications de systèmes sophistiqués. Donc, la notion de refaire son moteur, elle se discute, elle s'arbitre, et pas avec les mêmes métriques, normalement. Pourquoi faire son moteur? Allons un peu plus loin, pour le crédit d'impôt. Non, la souveraineté financière, pardon, excusez-moi. C'est toujours intéressant de voir les modèles qui émergent de gens qui font « Ouais, cool, on a fait un moteur, regardez, c'est génial ». Et puis après, quelques dizaines d'années, ils font « Ouais, on va suivre le même modèle que Maya et Photoshop ». Ah tu aurais pu le dire avant quand même. Donc, aujourd'hui, faire son moteur, c'est un enjeu de souveraineté nationale pour les gens qui fréquentent les couloirs des ministères. Tous les ministères sont très au courant que posséder sa tech, c'est hyper important. C'est salvateur, donc c'est un enjeu de politique au sens large, pas de politique que fine. Et puis en plus, quand on voit que Unity, ils mettent en payant à 500 balles par année quelque chose qui était gratuit 1 an et demi avant, on peut se dire qu'il y a des gens qui essayent quand même. Bon, bah, le capitalisme est le capitalisme. L'enjeu de souveraineté technologique, pas que financière, c'est quand le code il est opaque et qu'on ne peut pas le débugger, eh ben on ne peut pas. Donc moi, je me souviens qu'à un moment, je me suis dit, peut-être tester Unity, je veux voir comment le batcher il se comporte. Donc je lui ai lancé Unity, je lui fais batcher, il fait de la merde. Ah, ok. Bon, on était très longtemps avant les SRP batcher, etc. Mais moi, je voulais faire un jeu qui soit compatible web et mobile, ça ne me convenait pas, puisque ce que j'écrivais à la main, ça allait déjà plus vite. Donc effectivement, bon. Je rappelle, sans m'étendre dessus, le scandale BioShock, qui est très dur à trouver aujourd'hui sur Internet, mais qui a eu lieu. Donc c'est Unreal annonce Unreal 3. Le moteur est mis en prod sur Gears, mais tout le support de Epic Games passe sur Gears of War. Et du coup, les gens qui voulaient utiliser Unreal et passer à Unreal 3 sur PlayStation ne peuvent pas. Il n'y a pas de Unreal 3 sur PlayStation. Et donc, ils ont été obligés de backporter BioShock sur Unreal 2.5. Et ils avaient tellement plus confiance, après le procès, que BioShock 2 est aussi sur Unreal 2.5, qui avait déjà beaucoup d'années d'âge. Chez Ubisoft, ils ont carrément banni Unreal pendant une bonne période de temps parce qu'ils avaient pris leur dose. Voilà, on ne peut pas toujours faire confiance à des gens qui ont des intérêts qui ne sont pas les nôtres. Et c'est normal, en fait. C'est juste humain, c'est cool, c'est OK. C'est le nier qui serait dangereux, quoi. Donc la souveraineté technologique de votre entreprise, avoir un moteur en open source qu'on peut auditer, améliorer, je pense que c'est quand même quelque chose qui est sympa, appréciable, important. Et nous, quand on a fait des choix de moteur, l'accès aux sources, c'était quand même vraiment un vrai critère. Ah oui, et puis Unity, des fois, on a eu un vrai batcher en 2018. Si on attendait que ça se passe, c'est un peu compliqué, quoi. La souveraineté artistique. Donc moi, quand j'ai commencé à coder le moteur qui nous a permis de faire Death Tower, donc notre prochain jeu, en fait, on est allé voir Godot, et il n'y avait même pas de blend mode additif. Donc si vous voulez faire des jeux depuis la PS1 et que vous n'avez pas de blend mode additif, à part sur Nintendo DS, c'est compliqué. Donc au moment où vous regardez un peu ce qui se fait autour, vous avez quand même des attentes de professionnalisme. Et en fait, ça vient aussi du fait qu'il y a beaucoup de gens qui créent des moteurs qui n'ont pas fait de jeu avant. Et donc ils créent un moteur parce que c'est des fans de tech, ils aiment que ça aille vite, etc. Mais faire un jeu, c'est pas toujours la même chose. C'est pas une critique, c'est juste que du coup, les gens d'Unity, c'était pas forcément des jeux qui avaient fait des jeux avant, c'est des jeux de l'applicatif et de la simulation, etc. Et en fait, c'est vraiment pas pour embêter, mais c'est juste que quand on arrive sur la situation, on se dit c'est quoi le concurrent? On voit que le concurrent, il n'a pas été fait avec nos besoins qu'on utilise depuis plus de 10 ans. En fait, on n'a pas très envie d'y aller parce que si on fait des petits jeux, comme je fais, des jeux moyens, on n'a peut-être pas besoin de tout ça.
Donc voilà, pourquoi faire des moteurs? Déjà, il y a tout ça. Puis bon, le petit truc avec Flash qui disparaît, avec la runtime qui disparaît du jour au lendemain, des choses comme ça doit vous évoquer des choses. Alors moi, quand j'ai commencé à regarder Unity, ils m'ont dit « Ouais, on va faire du script Python et tout ça. » Je fais « Ok, je joue en JavaScript, pourquoi pas ?» Premier truc que je fais, je lance le truc en JavaScript, je tape 3 lignes, je regarde s'il y a des leaks et si ça s'accumule. Ah oui, la runtime JavaScript, en fait, il ne fallait pas s'en servir. Ok, bon, bah. Donc voilà, c'est des petites choses, mais quand ça fait 10 ans qu'on fait ce métier, c'est des trucs qu'on n'a pas envie de se retaper ad vitam et ad nauseam. Pourquoi pas ne faire un moteur? Ah, bon, il y a 2-3 raisons, et franchement, elles sont toutes valables. Ne faites pas des moteurs. Voilà. C'est bon, c'est dit, allez, on passe à la suite. C'est valide, ne faites pas votre moteur, sauf, évidemment, sinon je ne serais pas là. Mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut éminemment respecter. On est bien avec ces outils, on est bien parce qu'on aime utiliser ces outils, on est bien parce que nos outils nous rendent enthousiastes, en réalité aussi, et qu'on a cette petite forme de fierté de se dire, ouais, on l'a fait, on sait pourquoi on l'a fait, et on va peut-être pas le regretter, quoi. Donc voilà, si vous voulez vous barrer de la conf. Il y en a quand même quelques personnes qui ont fait leur moteur à des moments critiques où ils se disaient « Putain, là c'est chiant techniquement, on est quand même dans la merde ». Bah, en fait, ils ont peut-être eu raison et puis ils viennent pas de nulle part. Et pourquoi volontairement, je prends un exemple un peu radical. Unreal, ils se sont aperçus que faire des FPS avec un petit haut niveau C++, c'était quand même vachement plus sympa qu'en C pur ou en assembleur. Et donc c'est ça le game changer. Ils ont retrouvé de l'expressivité en 1995 ou 14, je ne sais plus. C'est pareil pour toutes ces boîtes. Il y a des moteurs en Java et des moteurs en Axe. Supergiant, ils sont passés de Monogame à une solution C++ qui s'appelle The Forge. Donc voilà, donc, les moteurs canoniques aujourd'hui, et Sugar, qui se sont éloignés de Pico 8 parce que en fait, Pico 8 ne permettait pas de faire des jeux qui avaient l'ambition commerciale qu'ils voulaient. Ils ont juste repris l'API de Pico 8 et l'ont élargi pour faire quelque chose d'un peu plus neuf, un peu plus grand, un peu plus large, mais pas beaucoup plus, juste ce qu'il faut. Donc voilà, c'est pour vous dire, il y a encore des exemples récents de gens qui font des moteurs, 12 dixièmes, FTL, ils ont bricolé par-dessus la SDL, de gens qui font des moteurs parce qu'ils avaient des besoins qui étaient petits, modestes et qui convenaient aussi. Parfois pas si petit et pas si modeste, mais par exemple pour 12 dixièmes, c'était quasiment impossible d'avoir le monde des shadows qui soit manipulable par les données gameplay. C'est très compliqué parce qu'en général, les données de shadow, c'est les données qu'on leur rend le moins accessibles parce qu'on veut juste les envoyer sur le GPU et puis y retoucher. En eux, ils n'avaient pas besoin de ça, ils avaient vraiment besoin que les données de shadow soient présentes sur le CPU pour pouvoir les manipuler. Donc voilà. Pourquoi, une fois de plus, je le réitère, mais le but, c'est pas forcément de refaire ce qui est déjà fait. Sinon, on peut reprendre Unity. C'est d'avoir un angle, savoir pourquoi on le fait. Ça, c'est super important. Je pense qu'il ne faut pas le faire juste sur un coup de tête, parce que ça nous engage sur des années de travail. On peut s'inspirer de ce qui est fait sur le net, parce qu'en fait, des moteurs ouverts, peut-être pas forcément aussi bien fait que ce qu'on voudrait, il y en a quand même beaucoup. Donc en fait, on refait rarement un moteur ad hoc. On a toujours des lectures, on regarde ce qu'on fait. Et en fait, voilà, refaire Unity ou Unreal en entier, c'est une pure mauvaise idée. Après, si on veut juste refaire 5% du truc dans un but précis, je pense par exemple à Windjammers 2, où nous on a fait le portage, et en fait on a reçu du code de C 1994, qui était backporté par l'auteur du jeu depuis l'assembleur. Et en fait, ils avaient refait Windjammers en C# Unity, et ça convenait pas, c'était pas les bonnes collisions, c'était pas le bon game feel, etc. Donc la société éditrice a décidé de refaire avec la techno de 94 adaptée pour la HD, mais avoir la même précision, le même feeling, le même rendu. Ils savaient pourquoi ils le faisaient. Bon, ça leur a coûté une blinde, mais ça, c'est à eux d'en parler. Je pense qu'il faut se poser des questions un peu philosophiques au moment où on fait un moteur. Déjà, il y a la question du coût des ressources et de la dette environnementale. Si on fait un moteur qui est super lent, et donc qui consomme des ressources et qui ne tournerait pas sur une Switch, alors qu'une PS, ça coûte quand même environnementalement 20 fois plus qu'une Switch, il y a une vraie question de se dire pourquoi on le fait, est-ce qu'environnementalement ça a du sens. Il y a aussi des vraies questions de qui sont les clients de la tech, est-ce que c'est des joueurs, est-ce que c'est des designers. Si on va rendre malheureux nos level designers, c'est compliqué de se dire je vais refaire mon moteur, mais tu vas miser derrière. Donc si c'est pas pour investir dans les outils, qui sont peut-être moins marrants à faire, il y a une vraie question
et de ne pas partir bille en tête en se disant on n'a pas de solution pour le reste de l'équipe et pour l'adapter à tout le monde. Nous, notre moteur, il est un peu déjà épineux. C'est peut-être pas toujours simple, mais en tout cas, dès le début, on s'est dit, on va faire les outils en IMGUI, on va essayer d'avoir du hot reload de l'UA et des choses comme ça, ou de script, tout du moins. Bon, après, on a changé de script 2-3 fois, mais il faut se poser ces questions. C'est pas refaire un moteur pour refaire un moteur, c'est refaire un moteur pour l'équipe. Bon, comment ? Faut avoir pas mal d'amour-propre, voire un certain narcissisme. Voilà. Je pense que moi, j'ai eu le coup de bol qu'en fait, on n'avait pas trop le choix dans l'équipe. On nous a dit, il faut que vous fassiez un jeu DS en 6 mois, en 3D, en double écran. On a fait, mais on ne va pas y arriver, on n'a pas de tech. C'est pas grave, démerdez-vous. Vous aurez un dev de plus pour le faire. C'est tombé sur Bibi. Bon, on avait déjà des ébauches de choses et des choses comme ça, mais finalement, on était contraint par le temps, l'argent, les moyens. On ne s'est pas donné le choix, donc on l'a fait. Pour l'anecdote, quand on a fait notre premier jeu, entre guillemets, avec du streaming de textures 3D sur Nintendo DS, donc avec un truc avec 16 mégas de RAM, on n'avait tellement pas d'argent pour les outils que le scripting était fait sur le nom des variables dans 3ds Max. Donc on avait une spline, il y a le streaming qui se fait le long de la spline, et on tirait des sphères et on mettait des fonctions de script dans le nom des variables, tellement on était à l'arrache. Et c'était, mais bon, ça a marché, ça a shippé. Mais je recommande à personne de faire ça. Déjà, faire un moteur de scripting sur DS, c'était complètement idiot. Mais, donc, il faut avoir de la détermination, un incentif. Il faut être vraiment chaud motivé. Il faut le faire de façon assez atomique. Je pense qu'il faut développer seulement les layers dont on a besoin au bon moment. Il ne faut pas se lancer dans un grand truc. On a besoin d'une feature, on la code bien, on la performe. Voilà. Et avec du financement, il y a un angle. Il ne faut pas faire un moteur générique pour faire un moteur générique. Sinon, on veut peut-être mieux imbriquer des moteurs. Typiquement, sur Nintendo DS, on a pris les moteurs de Nintendo, qui sont open source en fait, et ils ont tout un outillage extrêmement puissant, mais avec une philosophie très japonaise de dev et qui est un peu particulière, et donc en Occident, on n'est pas très habitué. On a pris les briques qui nous intéressaient dedans, et on a rendu notre moteur interopérable avec celui de Nintendo. Et donc on a pris leur gestion des meshs et des animes, on a pris notre gestion des 2D After Effects, et comme ça, on a fait une espèce de monstre de Frankenstein, mais qui est super efficace, parce que Nintendo, pour piloter leur hardware, c'est le meilleur, ils vont juste le plus vite du monde possible. Et donc, en étant malin et en ayant un angle qui était de dire, on ne va pas tout refaire, mais on va juste prendre les bonnes briques, on flushait nos états du moteur, on laissait faire le moteur de Nintendo, pof, rend à fond, etc. etc. Donc, il faut avoir un ego, mais il ne faut pas se dire qu'on va tout faire. L'ego, c'est dans le jeu. Évidemment, si aujourd'hui vous voulez commencer un moteur, Visual Studio avec l'Edit and Continue, c'est déjà pas ouf, mais ça fait un REPL, donc une boucle de Read Evaluation Process Loop, qui permet d'itérer rapidement et de dessiner un triangle, puis juste modifier une ligne, continuer d'éditer. On verra peut-être ça dans la masterclass. Il y a Rémi de Pancake Délicieux, je te dénonce Rémi, il m'a dit qu'il faisait ses jeux sur Notepad, même pas Notepad++. Vous voyez, il y a des gens et ils y arrivent. Et ils font un très gros score sur Steam avec un jeu avec des fusils à pompe et des jeux d'échecs. Donc bon, on se dit souvent, ouais, il faut en mettre plus. Comment ils disent les vrais ? Too big to fail. C'est tellement gros que ça va marcher. À notre échelle d'indé, c'est pas forcément le cas. Et des fois, vous ferez humilier votre jeu parce qu'il y a des gens qui sont plus doués avec Notepad. Donc, restez humble. WinMerge, si vous ne connaissez pas WinMerge, pour faire quoi que ce soit sur votre ordinateur, c'est vraiment une bénédiction. Et en fait, quand on fait des moteurs, il y a cette première étape où on va utiliser des pré-make, make, CMake pour générer les solutions initiales en cross-platform. Je reviendrai un petit peu dessus. Mais WinMerge pour vérifier que les configurations elles sont bonnes, pour vérifier que les fichiers sont bons, que juste la bonne option de linker, il n'y a pas l'espace, etc. Donc nous, quand on commence un moteur, Toji, qui travaille avec moi, sa spécialité, c'est choper un jeu sur une plateforme particulière et la porter sur une autre. Mais en fait, on va très très vite à démarrer ça parce qu'on a le bon réflexe de dire « Ok, on va prendre un sample de Microsoft, on va le merger avec ce que nous, on génère, on voit les petits problèmes et très vite, comme ça, on peut linker, builder correctement avec les bons outils. » Donc on part toujours des exemples qu'on adapte et après on les fait évoluer. En gros, la plupart des jeux, c'est un exemple dans lequel on a 1000 jeux à l'intérieur de façon un peu brutale. Des exemples qui tournent, c'est la base pour apprendre, c'est comme ça qu'on apprend dans le vrai monde des systèmes fermés.
Si vous avez accès au sample Nintendo, c'est là que vous allez apprendre à vraiment programmer la console. Et c'est pas en lisant la doc de Nintendo qui dit beaucoup de platitudes, mais c'est en lisant le code, en comprenant, ah oui, mais ça en fait, j'utilise juste des octets, et en fait, le GPU, là, il lit juste des fontes, et il affiche des textes, et ça affiche Mario. Parce qu'en fait, c'est ça, une Game Boy ou une Nintendo DS, c'est une puce spécialisée à taper des caractères. Et l'unité de sprite la plus petite, c'est un 8-8 qui s'appelle un car. Et en fait, à la base, c'est parce que c'était pour afficher des caractères. Donc, et c'est en lisant le code qu'on comprend l'énormité de la chose et que pendant 10 ans, ils ont fait des jeux avec une machine à écrire glorifiée. Et en fait, c'est très instructif. Très classique, mais c'est toujours, ça va mieux en le disant, puisque voilà, on commence par choisir ce qu'on appelle un HAL, Hardware Abstraction Layer, qui va permettre de vous fournir à moyen ou long terme une abstraction entre OpenGL, DirectX, l'API PlayStation, l'API Nintendo, l'API Xbox qui n'est pas tout à fait le même DirectX, mais un peu GDK, mais un petit peu... Enfin bref, tout le monde a son petit truc, et comme on fait des jeux, on va plutôt sur console, mobile, etc. Donc il y a deux grandes étapes, c'est le HAL et l'app qu'on va appeler CMake ou Premake, qui va préparer les makefiles et les fichiers de solution. Donc souvent, avec le HAL, il y a un prémaker. Le prémaker, en fait, c'est un outil, on va écrire un script et il va nous générer un SLN de Visual Studio ou un makefile, comme sous Linux. Sauf qu'en fait, en réalité, tout le monde a son système différent. Pareil, personne n'a OpenGL, tout le monde a un truc différent, etc. Donc souvent, on va commencer par se baser sur un HAL. J'en ai listé quelques-uns qui sont très bien. Nous, on utilise celui de Pasta Games, qui est cool. Il fait ce qu'il faut, il est solide, il est robuste. On enlève toute la partie 3D et tout ce qui nous moins dans notre philosophie à nous, et on part là-dessus. Mais on aurait pu prendre BGFX, SDL, des choses comme ça. C'est pour des raisons que je tairai, c'est pas trop ce qui nous intéresse. Toujours partir des exemples, donc c'est mieux si le HAL il a des exemples. Donc en l'occurrence, pour la masterclass, j'ai pris BGFX pour diverses raisons, j'expliquerai pour la masterclass, mais il a pas mal d'exemples. Alors bon, BGFX, c'est quand même très épineux hein, dans le genre. Mais comme Pasta est encore plus épineux, bon. L'idée, c'est d'afficher son premier triangle. C'est toujours le time to first triangle. Et plus l'API est puissante, et plus le time to first triangle est longue, voire très très longue, voire abominablement longue. Sur BGFX, ça va, parce que c'est une philosophie très DirectX 9. DirectX 9, shader, buffer, ça va. Ensuite, vous allez rajouter vos vertex color, puis la texture. Alors déjà, binder une texture, des fois c'est un peu rigolo. Après, votre premier quadrilatère, bon là ça va, avec le winding et l'edit continue pour le winding, vous serez sauvé, ça ira. Après la première ligne, parce que rien que tracer une ligne, bon, des fois c'est un peu rigolo, mais bon, faites simple, prenez deux quadrilatères, tournez avec arctangente 2, évidemment. Parce que le shader de tracer une ligne, et en fait, en vrai, il y a une astuce. Il faut mettre l'alpha à 0, mais quand même rendre, et ça fait du wireframe. Mais ça, c'est pas documenté, donc puis c'est galère. Ajouter des tuiles de texture, ajouter une TRS, transformation, rotation, scale, etc. Ajouter IMGUI très très vite. Omar, merci. Et cartographier les besoins. Je l'ai fait pour vous ces derniers jours. Je ne connaissais pas BGFX il y a 15 jours. Je me suis dit que j'allais quand même y mettre. Et ça m'a pris en consolidé 4 heures à avoir un triangle avec des tuiles et des personnages. Et pourtant, BGFX, il n'y a vraiment pas beaucoup de docs. Bon, après, je vais vite, j'ai l'habitude. Donc j'ai dit, en 2 jours, vous pouvez l'avoir. Mais c'est pour vous montrer que même aujourd'hui, en plus, BGFX est très portable. Il y a un système de prémake. Alors, bon, le gars, il a forqué prémake il y a 7 ans pour créer un truc qui s'appelle Genie. D'ailleurs, Windjammers est fait avec Genie et j'ai dû le porter sur Xbox avec Toji. C'était épique et c'est pas terrible, Genie. Mais ça marche out of the box. Et donc, vous pouvez, avec BGFX, compiler sous à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables. Il y en a d'autres. Mais voilà, ça prend à peu près 2 jours de commencer un moteur 2D qui pourrait faire un Vampire Survivor. Le Vampire Survivor, bon, c'est 4-5 heures en n'ayant pas trop d'aide. Mais voilà, moi, je suis arrivé en 3-4 heures, donc je pense qu'un dev correct qui a les petites astuces, WinMerge, machin, etc., en 2 jours, ça se tente. Rapidement, vous avez les ennuis qui sont toujours les mêmes. La gestion des assets.
les textures, etc., où est-ce qu'on les met, les ressources, comment elles vont être compilées, pourquoi il ne prend pas du PNG de base. On est en 2024, mec, arrête. Les fontes, pourquoi les fontes BGFX se comportent comme une Nintendo DS, en fait, ou une GBA? Ah oui, c'est parce que en fait, BGFX sert à faire MAME. Et donc, le gars a calqué son HAL sur le fait qu'il allait être sur une bande d'arcade. Bon, ok, pourquoi pas. Les shadows, c'est toujours l'enfer, mais ça, c'est l'enfer même dans Unity, donc ça va. Le batching, ça va. Maintenant, c'est un peu plus maîtrisé, mais bon, les auto-batchers et toutes les cochonneries comme ça, je vous laisse regarder l'ampleur du désastre que ça a mis de nombre d'années dans Unity pour vous dire que ça peut être compliqué. Le mieux, c'est de ne pas faire des trucs automatiques. Vous faites des batchings à la main, et puis ça va commencer bien comme ça, et c'est souvent le plus optimisé malgré tout. La synchro verticale, un gros enfer en perspective, puisque avec des écrans à 144 et 260 Hz, autant vous dire qu'avoir une frame stable à 60 FPS, c'est un cas un petit peu idyllique. Donc, il faut être très vigilant là-dessus. Il y a beaucoup d'articles de la GDC sur ces sujets, et c'est pas pour rien qu'il y a des gens qui vont en parler 2 heures. Donc, lisez ces articles et essayez de les comprendre. Même nous, sur notre moteur, là, on a un petit problème sur PC, sur la V-Sync. Bon, sur PC, c'est pas grave, ça va tellement vite, mais sur une Switch, tout de suite, c'est plus galère, parce qu'un enjeu de V-Sync, c'est de passer de 30 FPS à 60 FPS en changeant une ligne. Donc, voilà. Le dessin de poids faible, c'est-à-dire dessiner juste en demandant une ligne. En fait, c'est assez long parce que ça fait faire des buffers et des choses comme ça, donc c'est des trucs qui sont un peu ennuyeux, qu'on sous-estime. Et puis bon, là, je vous les ai illustrés, mais au moment de l'audit des besoins, pensez-y. Mon gros conseil, allez vraiment à l'essentiel. Utilisez des méthodes dégueulasses, mais souvent plutôt CPU d'abord, jamais GPU first. Parce que pour récupérer ce que fait le GPU, après, c'est très compliqué. Il y a des gens chez Ubisoft qui ont vraiment saigné du nez pour essayer de revenir là-dessus. Donc CPU first, après GPU pour faire le gros du taf, quoi. Écrivez d'abord le user code comme vous aimeriez vous en servir et codez que le nécessaire. Tant qu'à faire le moteur, ne faites que le nécessaire. Et restez super low-tech. Vraiment, ne vous lancez pas dans un compute shader si peut-être que votre cible lointain dans 2 ans, quand vous aurez fini le jeu, il ne sait pas les manger, quoi. Donc essayez d'avoir des fallbacks, commencez par du CPU, puis après vous mettez des trucs intelligents. Alors, c'est la petite minute nostalgie. Le copain Alain Fernandez, avec qui on bossait sur Nintendo DS, il avait en fait une espèce d'éditeur qu'il avait codé lui-même, avec 13 fenêtres, et quand il tapait son code dans la première fenêtre, ça l'auto-générait dans les autres fenêtres, et il faisait ses applis 13 par 13. Et donc avec une espèce de fossé bizarre, il avait 13 fonctions, donc le mec il aime les 13, qui était faire un sprite, une ligne, un move, un texte, un play sound. Il disait, bon, il y en a quelques autres que j'ai cachés, mais pas beaucoup plus. Il disait, c'est mettre 13 fonctions, avec ça tu peux faire tout le jeu du monde. Il n'avait pas tort, parce que donc il nous a aidés, puis c'est quelqu'un qui codait tout dans un point H par exemple. Et après le point C, il prenait tous les points H, ça mettait 2 gigas à compiler. À l'époque les machines avaient 512 mégas de RAM. Mais il faisait des choses complètement folles, mais efficaces. Donc en fait quand on a arrêté de bosser avec Alain, qui a fait beaucoup de jeux, Toki, je sais plus, il était chez Tilt, il était chez Atle. Il a vraiment fait plein de boîtes. Il a commencé sur Auric, je ne sais même pas ce que c'est un Auric. Oui, d'accord. Et en fait, quand il a quitté Mad Monkey, il a commencé à faire les premiers jeux de l'iPhone qui étaient de solitaire et des tic-tac-toe. Et donc, il les générait 13 par 13 avec des déclinaisons. Faire le solitaire vacances, le solitaire banane, le solitaire amour Saint-Valentin. Et du coup, c'était le premier éditeur mondial de l'iPhone pendant quelques mois, au début de l'iPhone, parce qu'il avait noyé le store en quelques journées en codant ces trucs 13 par 13. Alain, bon, il est très isolé, il ne nous regardera jamais, mais c'était un vrai plaisir d'apprendre des choses sur l'efficacité avec cette personne, quoi. Donc voilà, nous ce qu'on a fait, rapidement je me suis dit comment j'ai envie de taper mon code pour qu'il soit expressif et lisible. Bisous les copains. Et on a fait des gruges. Donc, par exemple, plutôt que faire un vrai outline, on dessine 4 fois le symbole au lieu de faire un shader compliqué, etc. Donc ça marche, c'est rapide. On a eu plein de galères, genre le fait que mettre du test en majuscule, c'est hyper compliqué, on sait. Ça a l'air con, mais j'ai encore retapé cette fonction il y a 2 semaines. C'était librement adapté de moteur précédent. Donc en fait, on a pris le moteur qu'on utilisait à MotionWorks qui s'appelle H3D, qui est devenu IPS plus tard.
Et on l'a porté en C++, entre guillemets, avec Toji. J'avais commencé un petit peu ça, entre guillemets, pour me marrer sur les week-ends, parce que Guillaume produisait des mock-ups de jeux en isométrique. Sauf que faire de l'isométrique avec un moteur standard, à l'époque avec Unity, c'était vraiment compliqué de le faire de façon performante avec un rendu satisfaisant. Et donc j'ai commencé à taper ce que je voulais taper. Je voulais que ça ressemble à ça dans le futur. Et puis on a itéré, on a écrit le moteur derrière en partant du moteur de Pasta Games, parce que merci Fabien nous a prêté la tech pour faire un HAL, qui est un peu plus robuste que les HAL open source. C'est con, mais c'est important. Plein de gruges, partout. On hijack les choses. Par exemple, les textes, c'est des batchs, ce n'est pas des layers précalculés, etc. Mais c'est parce que c'est plus simple à coder. Donc voilà. Puis une fois qu'on a un problème de performance, on passe à autre chose. Très classique. Les tests sont les exemples, et les exemples sont les tests. Les exemples sont aussi votre base de connaissances. C'est comme ça que les autres devs que vous embarquerez apprendront. Et c'est comme ça depuis la PS2, au moins. Donc, passez du temps à avoir une petite logique de test qui est assez accessible, qu'on peut lire, qu'on peut dire, lisez ces trucs-là et vous apprendrez la plupart des choses nécessaires. Moi, c'est comme ça que j'ai appris à coder sur DS, c'est comme ça qu'on a appris à faire la PS et la Xbox. On part des tests, on les réplique, on les modifie, on injecte un truc beaucoup plus gros. Maintenez vos exemples si possible, pas que en les supprimant, faites pas comme moi, mais des fois c'est quand même pas mal d'avoir des exemples un petit peu plus maintenus. Partir de comment on veut écrire, surtout qu'on est indé, on veut être expressif, donc partir de comment on veut écrire, c'est vachement important. Et se conditionner à lire du code, ça c'est vraiment un truc que j'ai appris à Motion Twin et même en faisant de la DS, c'est il n'y a pas de doc. Par contre, toute l'API, elle est open. Tout le moteur de Nintendo, tu peux tout lire. Je comprends rien. Apprends à lire. Donc, apprendre à lire le code des autres, en fait, ça vous donnera beaucoup de skills parce que ça vous donnera accès à la diversité d'opinions, la diversité de code. La première fois que j'ai lu le code de comment ils faisaient Yoshi avec des systèmes d'action et des stacks à priorité au Japon, je me suis dit, mais comment ils arrivent à coder un truc qui marche avec ça? Et en fait, ça nous donne des idées pour faire d'autres choses, ça nous enrichit. Et donc, en lisant le code des autres, par exemple, je pense au Game Jam, souvent, par exemple, la Ludum Dare, on est censé donner notre code en même temps que la compo de 48 heures. Lisez le code des autres, des gens qui vont très très vite, qui produisent des trucs super qualitatifs, c'est une des premières sources d'apprentissage. Et aller le plus vite possible vers des repls, donc replication, evaluation, blablabla. C'est le fait que vous avez votre code et vous faites du hot reload, edit and continue, vous modifiez une ligne, et ça se relance et ça s'affiche en synchrone, aussi sec. C'est souvent le meilleur outil pour faire des level design, pour avancer sur des codes, pour que les gens puissent commencer à scripter pendant que vous finissez le moteur. Vous pluguez l'UA et puis vous êtes parti. Voilà. Donc les repls, on le dit souvent, mais c'est super important. Lisez du code, toujours. Ce que ça donne. Alors ça, c'était notre mock-up initial de Guillaume. Il y a eu des mock-ups plus vieux, mais vraiment, je pense que Guillaume m'aurait tué de les sortir. Étape intermédiaire, Toji, il a fait un proto 2D pour qu'on essaye de demander des thunes avec le moteur que je commençais à coder en même temps que la fin de Double Kick. Donc de façon très artisanale. Là, tout est une bitmap avec un envoi de shader et un submit de vertex buffer pour toutes les tailles. C'est vraiment nul en termes de performance, c'était dégueulasse. Désolé Toji. Malgré tout, ça donne l'idée de ce que sera le gameplay. Et on n'a pas encore l'isométrique qui marche. Alors pour faire le moteur isométrique, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais je vais expliquer un petit peu. Premiers essais, quand on avait ça, on avait un espèce de moteur de scripting en ChaiScript. C'est de la merde, ne vous en servez pas. De toute façon, les bindings, l'UA aussi, sont pas ouf et ils ralentissent beaucoup la compile, donc faites gaffe. On peut en parler, envoyer un message. Et en fait, ce que je voulais pour le rendu, c'est garder cette structure vraiment crénelée et pas avoir des structures comme dans FF Tactics qui deviennent anti-aliasées. Je voulais qu'on garde le sharpness et qu'on garde l'intention initiale des mock-ups de Guillaume. Et donc on a travaillé sur un système où en fait le monde est penché, comme ce qu'ils ont fait pour Dungeon of the Endless dans Unity, le monde est penché. Et en fait j'ai réussi à, dès le début, comme j'ai codé en me disant ça va être isométrique, j'ai le Z du haut de la tuile et le Z du bas de la tuile qui sont différents et qui permettent de pencher tous les sprites. Et donc on a codé tout le moteur autour de cette idée que ça serait dans une isométrique qui reste sharp et qui aurait un rendu qui du coup est ultra homogène. Et donc ça, en général c'est plus immersif.
Bon, est-ce qu'on allait y arriver? On n'était pas sûr. Toji m'a regardé plein de fois en disant « Comment ça marche ta merde là ?» Et il avait raison, mais ça marche. Après, il a adapté ce système en disant « Ok, j'ai compris que ça marche ». Et il a reprojeté nos tuiles penchées sur des objets 3D pour pouvoir générer des ombres. On commence à voir les débuts de balbutiement en haut à gauche. On a des ombres portées avec le soleil qui peut tourner autour de la scène, toujours en isométrique et toujours avec un pixel ultra sharp. Et ça permet d'avoir un monde qui est ultra cohérent, ultra consistant artistiquement. Et ça, je ne pouvais pas le faire en Unity, à moins de vraiment reprendre Unity et juste m'en servir comme OpenGL. Sauf que juste ouvrir Unity, c'est déjà 2 gigas. Bon, si c'est juste pour faire ça, autant avoir un HAL à nous. Donc voilà, ça donne un peu ça sur... ça, c'était il y a 1 an et demi. Et là, on commence à sortir des images en ce moment. Vous avez peut-être vu le tweet passer. Et ça commence à ressembler à ça, avec des déplacements. Merci Luna pour le level design. Et ça a quand même une gueule d'un truc qui reste sharp, qui reste affûté. Et en même temps, c'est ultra cohérent. Il y a des ombres, il y a des shadows, il y a des choses qui rendent l'univers très palpable. Et on n'a pas non plus ce sentiment de flou des jeux HD 2D de chez Square récents, qui sont très bien hein, par ailleurs, mais on voulait se démarquer. On voulait que les gens ils regardent l'image et fassent « Ah ouais, ok, ça ressemble au truc que ce qu'auraient pu devenir les jeux de mon enfance, et ça m'intéresse. » Et ça marche, parce que dès qu'on a montré le truc à Atto, par exemple, il a fait « Ah ouais, c'est pas pareil, ok, il y a un vrai truc. » Donc voilà, c'est aussi l'idée, on fait des jeux pour se démarquer aussi, hein, malgré tout. Et donc faire un moteur, ça nous a permis d'aller jusqu'au bout du délire. Bon, ok, on est un peu comme ça, mais c'était marrant. Après, on a des outils un peu dans tous les sens, un peu pour tout faire. Merci encore Omar pour IMGUI. Ça donne des outils assez crudes, assez wallish. Voilà, je plaide coupable. Toji, encore, il a passé du temps à essayer de rendre ça potable. Mais malgré tout, ça fait le taf. Donc, si on veut faire une tâche, rajouter des animes, clic, 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 on a un bouton I'm Lucky, qui marche parfois, et du coup, ça nous permet d'intégrer des animes rapidement. Et en plus, on a des FX de love avec des GPU particles. En gros, moi, j'ai posé les bases, et Toji est passé derrière en disant que c'était de la merde, et en refaisant des trucs vachement mieux. Là où j'avais des particules, il a mis des GPU particles. Là où j'ai mis de l'IMGUI basique nul, il a mis des trucs bien. Mais ce côté c'est pour ça qu'à un moment, j'ai dit, j'ai écrit des moteurs, c'est parce que cette dynamique à deux, ce pair programming permet vraiment d'avoir quelque chose qui sort juste du crude et qui rend exploitable par plein de gens, quoi. Donc faire des moteurs tout seul, je suis pas... In-engine, est-ce que je vais arriver à lancer la vidéo juste pour le plaisir? Ne résiste pas. Bon, ici c'est fluide. Hein. Là c'est pas fluide. J'ai peur de tout casser en fait. C'est vraiment trop dégueulasse. Hein. Oui, bon. Hop. Bon, bah, je vous passerai le trailer pour les gens qui veulent, mais moi, c'est trop le saccage. Comment ça marche ça? Non. Ouais. Bon, bah, de toute façon, il y aura un Kickstarter dans pas longtemps, peut-être, ou alors on aura un éditeur, il n'y aura pas de Kickstarter, et puis voilà. Mais c'est chouette sinon. En vrai, sur l'écran, ça tourne vachement bien. Promis. Les gros problèmes, c'est toujours les grands classiques. L'UI/UX, un moteur, ça ne résout pas ces problèmes. Hein, donc voilà. Il faut quand même des gens qui aient une sensibilité pour que ce soit navigable par l'écrit. Le rendu, les fontes avancées. Merci Toji d'avoir fait les MSDF pour qu'on ait des fontes super tip-top. La très mauvaise idée de mettre de la 2D HD mélangée à de la 2D pixel art. Ne faites pas ça. Évidemment, on l'a fait et on souffre. Donc voilà. La structuration de la logique pour que ça reste performant, c'est une vraie galère, mais on commence à s'y faire, on commence à avoir trouvé. L'abstraction, les pipeline stalls, tous les problèmes de rendu typiques. Je ne vais pas revenir dessus, mais la bonne vieille, la synchro verticale ne marche pas sur Switch, donc le jeu est à 30 fps. Change une ligne, ça passe à 60, c'est toujours aussi vrai. La collaboration des espaces de coordonnées, alors je ne sais pas si trop si vous avez ce souci dans Unity, mais nous c'est l'enfer d'avoir une coordonnée monde et une coordonnée écran, voire plein de coordonnées écran. Mais tout ça, si vous avez des outils pour le résoudre, bah, c'est pas mal. Donc moi ce que je suis allé faire, je me dis comment ils ont résolu ça dans Unity et Unreal. J'essaie de voler à peu près la méthode. Ça marche
pas mal, mais c'est pas toujours nickel. Donc ça, c'est pour ça qu'il faut continuer de lire du code, même si vous avez votre propre moteur, continuez de vous intéresser à Unity, Unreal, Godot, et voir comment ils ont résolu les mêmes problèmes que vous, en fait. Et former les collaborateurs et collaboratrices. Plus on a agrandi l'équipe, plus on voit à quel point aussi ça coûte d'avoir un moteur, parce qu'il faut se mettre dedans. C'est pas toujours la même logique. Des fois, on a fait des grosses conneries, et eux, ils essuient un peu les plâtres. Désolé, Vincent. Le plus gros problème, et ça, c'est toujours le même, c'est qu'il faut faire un jeu. Bon, voilà. Mine de rien, on fait des jeux, on ne fait pas des moteurs, on est payé à faire des jeux, donc faites des jeux. C'est tout pour moi, et puis merci à tout le crew qui se tape notre moteur avec nos idées farfelues. Voilà. Si vous avez des questions. On dirait le clone de Fabien Del Piano. Test. Ouais, c'est bon. C'est bien ça, on entend ça. Je vais donner une marche. Allô, oui. Bonjour, merci déjà pour la présentation. Ma question, en fait, c'est un peu une question de comment, par rapport aux divers projets, par rapport au fait de développer le moteur, en gros, est-ce qu'il y a une sorte de base qui est vraiment commune à tous les moteurs que tu développes, ou est-ce que c'est vraiment, entre guillemets, du quasi from scratch pour chaque nouveau projet besoin? Comment ça se départage? La base, c'est le vertex buffer et le shader, DirectX 9. Après, souvent, on retrouve les mêmes choses. Donc, le travail qu'ils ont fait sur Xsenna, c'est avoir des sprites puissants qui savent faire des choses et des sprite batch qui savent envoyer du pâté en lot. Et après c'est les techniques standards, mais une fois que tu sors de ça, ça diverge potentiellement assez vite. Mais oui, c'est toujours la même base de coder à partir d'un peu de ce référentiel. Aujourd'hui, dans les codes modernes qui font ça, tu as Monogame et DirectX Toolkit qui proposent l'abstraction qui est la plus logique et consistante au moment où tu veux faire du riche et du haut volume. Malgré tout, la plupart des HAL te font démarrer avec quelque chose qui permet de faire du volume mais pas faire du riche. Juste faire un texte avec un glow, c'est la purge sur tous les moteurs du monde quasiment. C'est un peu triste, mais en fait, pour des raisons techniques, c'est vraiment pas évident. Tu as des backreads, etc. Donc voilà, c'est toujours autour des mêmes principes. Alors moi, je fais surtout des moteurs avec des hiérarchies de sprites, parce que pour être expressif, ça permet d'aller plus vite et d'avoir des groupes plus cohérents. Il y a quand même d'autres gens qui font pas du tout pareil. Par exemple, il y a des gens qui codent comme Omar sur IMGUI avec des choses très déclaratives. Il y a des gens qui vont avoir tendance à faire des views pour avoir des représentations qui sont plus proches de la mémoire. Ils vont grouper les choses ensemble et les déplacer par calque, comme Photoshop. Ça, c'est à peu près la méthode la plus performante, parce que ça permet de faire des ECS et des choses comme ça. Nous, on fait que des ECS très très localisés et à la main, et que quand il y a besoin. Par exemple, sur les coordonnées du monde pour la physique, on a un micro ECS c'est juste, on utilise la technique de l'ECS pour mettre toutes les variables à la main, quoi, pour quand même garder du typage, sinon c'est l'enfer. Mais oui, grosso modo, un sprite, un shader, une soupe de données, et puis voilà, ça commence un peu toujours comme ça. Et on essaye de garder toujours un peu de la hiérarchie et des choses comme ça. Ok, merci.